C'est difficile pour le cédant qui a tout le temps eu le pouvoir, qui a toujours dirigé l'entreprise. C'est lui qui prend les grandes décisions. J'étais avec mon frère, puis on avait une façon de prendre des décisions ensemble. Puis du jour au lendemain, ces façons-là changent. C'est avec un inconnu, là. Ça fait 3 ans que tu travailles avec, mais tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre, puis qui doit se prouver, qui doit prendre sa place. Là, tu as le choix. Tu prends quelqu'un de faible comme associé au releveur. Tu dis, il prend pas sa place, puis il fait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Ou tu prends quelqu'un comme Alexandre, tabarouette, qui veut, qui performe, qui se dépasse. Puis là, tabarnouche, il faut que tu retiennes. Là. Comme cédant, toi, tu te ramasses que... Attends une minute, d'où est-ce qu'il sort, lui, là pour prendre autant de place que ça? Puis là, attends une minute, là, j'ai délégué des responsabilités, mais là, c'est du pouvoir qu'il prend. Là. Puis c'est pas nécessairement le pouvoir que je pensais qu'il allait prendre, là, ou de la façon qu'il allait le prendre. Puis là, tu tombes dans... Attends une minute, là. Je vais avoir raison ou je vais avoir des résultats. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Parce qu'on a à cœur le Québec d'aujourd'hui et de demain, on est là pour soutenir les leaders d'ici, engagés, visionnaires et passionnés. Ensemble, on s'investit pour avoir un impact positif sur notre société. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bienvenue aux Dérangeants. Marc-Josée Richer aujourd'hui à l'animation qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ. Il est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec qui mène actuellement une campagne pour sensibiliser les entrepreneurs à l'importance du transfert d'entreprise, une étape stratégique dans leur parcours. Cette campagne met aussi l'accent sur l'importance de planifier tôt la suite de son entreprise et sur le soutien offert. Parce qu'une entreprise qui se transfère, c'est pas une fin, c'est un tremplin. Cet épisode traitera d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs repoussent, mais qui finit par arriver, le transfert d'entreprise. Je serai accompagnée aujourd'hui de mon acolyte Étienne Crevier pour en parler. On reçoit 2 entrepreneurs qui sont passés à travers cette étape, chacun à leur façon. François Caron et Alexandre Paquette. On écoute ça à l'instant. On reçoit François Caron, qui est cofondateur et président de Trica, une entreprise spécialisée dans le mobilier haut de gamme, une entreprise québécoise. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Paquette, qui est maintenant releveur, qui est copropriétaire et VP des finances chez Trica. Bonjour. On entend souvent que vendre son entreprise équivaut à un échec. Est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui pense comme ça que c'est encore vrai aujourd'hui? Ne pas pérenniser son entreprise, c'est un échec. Mettre à risque les emplois que tu as créés, tout ce que tu as bâti dans ta vie, c'est un échec. Vendre, transférer ton entreprise, ça, c'est du succès. Mais il faut le préparer comme il faut. Quelles ont été un peu les étapes? Ça s'est fait, j'imagine, en phase. Donc, peux-tu nous passer à travers là, les différentes étapes? Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on décide ça. Là. Puis en fait, la dernière fois qu'on t'a reçu, François, au balado, quand tu es venu, tu étais encore propriétaire de Trica à 50% avec Alexandre. Ouais. Là, aujourd'hui, roulement de tambour, grand changement, grand bouleversement. L'entreprise a été vendue. Peux-tu, justement, comme disait Marc-Josée, nous walk-through de qu'est-ce qui s'est passé? C'est un processus. Hein? J'ai vraiment commencé avec Alexandre, qui a pris la relève de mon frère dans l'entreprise, qui a pris 50%. Fait que ça s'est fait en 3 phases. Ensuite de ça, on a le Fonds Solidarité, un institutionnel qui est rentré dans l'entreprise pour venir continuer à pérenniser l'entreprise. Et puis, on a eu un offre extraordinaire de joindre le groupe Artopex, spécialisé dans le meublement de bureau, qui faisait vraiment là, un lien naturel entre les 2 entreprises, puis qui venait continuer mon grand désir de pérenniser cette entreprise-là, qu'elle demeure québécoise, et puis de continuer de faire grandir ma région, ma belle grande région de Saint-Jérôme, que je parle tout le temps, et puis nos employés qui sont chez Trica. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, justement, est-ce que tu as eu les réflexions par rapport à ce que je lègue ça à mon enfant, à mes enfants? Tu sais, ça a été quoi, là, disons, au départ? Le désir, c'était de pérenniser, mais tu sais, il y a plein de façons de pérenniser son entreprise. Oui. Là, tu l'as fait en étapes, mais est-ce que tu as eu un doute par rapport à léguer ça à tes enfants, par exemple? On se pose toute la question, hein? Est-ce que je fais bien de vendre ou de prendre un nouvel associé plus jeune? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que ça va être un cadeau empoisonné pour mes enfants? Ils vont-ils être prêts? C'est ça qu'ils vont vouloir? C'est-tu mon rêve à travers eux que je vais vouloir vivre ou c'est leur rêve à eux?
Et puis c'est toutes les questions qu'on se pose comme entrepreneur. Puis c'est pour ça que je dis souvent que vendre son entreprise, transférer ou peu importe, c'est 95% émotionnel, 5% de chiffre, puis de comptable, puis de fiscaliste. Parce que toutes les questions que tu poses là, c'est pas un fiscaliste qui va t'aider à répondre à ça. Puis pourtant, on se dit, je vais appeler mon banquier, je vais appeler mon fiscaliste, je vais appeler mon comptable. Puis on est entouré d'une foule de personnes pour la mécanique de l'affaire. Mais au niveau personnel, toutes ces réflexions-là, c'est malheureux, mais beaucoup de cédants s'entourent pas bien. Puis se préparent pas bien. C'est tellement comme on le voit que les gens attendent à la dernière minute quand ils sont plus capables puis qu'ils sont au bout du rouleau pour finalement comme dire mais je pourrais peut-être vendre. Puis là, ils essayent de rusher le processus en 6 mois. Ce qui est intéressant de votre histoire aux deux, puis c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir en fait, puis réexplorer ça, c'est que ça fait pratiquement 10 ans en fait que la planification de la transition se prépare. 13 ans. 13 ans, excuse-moi, j'ai coupé ce cours. Mais Alex, toi, tu as été recruté. Peux-tu nous dire, en fait, comment tu es arrivé dans le giron de l'entreprise Trika? C'est quand même une drôle d'histoire, là, Puis c'est drôle parce que moi, j'arrive nullement du milieu du meuble. Je connaissais rien au meuble avant de travailler chez Trika. Mais je pense qu'il y a peut-être 0,01% des gens au Québec qui viennent du milieu du meuble. Puis, petite anecdote aussi sur le meuble, c'est que moi, venant de l'externe, je venais de la grande entreprise, puis quand j'ai postulé chez Trika, puis j'ai été approché, dans mon idée, on fabriquait même plus de meubles au Québec. Puis quand je suis arrivé dans l'entreprise chez Trika, c'est une entreprise qui était tellement innovatrice dans son domaine d'affaires. Puis là, j'ai compris toute la grandeur du domaine du meuble au Québec qu'il y avait autour, la grappe industrielle qu'il y avait autour du meuble au Québec. Puis ça m'a fasciné de voir ce développement-là. Je fais ma petite parenthèse sur l'industrie du meuble. C'est que donc, moi, je suis CPA de formation. J'ai fait mon baccalauréat au HEC. Tu as 2 ans que tu fais des cours qui sont des cours communs, puis que tu parles de toutes les matières qui existent. Mais après ça, il faut que tu choisisses une spécialité. Moi, je ne voulais pas nécessairement devenir CPA auditeur dans un bureau de comptable, mais la comptabilité, je me suis fait conseiller de la faire étant donné que c'était peut-être la meilleure formation pour devenir entrepreneur. Fait que j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là pour devenir entrepreneur. Puis, par la suite, je suis allé dans une grande entreprise. J'ai appris ce côté-là, je l'ai trouvé vraiment bien. Mais par la suite, j'ai cherché des entreprises dans lesquelles je pouvais devenir co-actionnaire, repreneur, ce type de choses-là. Puis, à cette époque-là, le besoin de repreneur était très grand, il l'est encore aujourd'hui. C'est que j'ai approché une firme de recrutement, mais qui se spécialisait aussi dans la recherche de repreneurs. Tu savais que tu voulais être entrepreneur, que tu voulais gérer une entreprise, mais pas nécessairement de la partir from scratch. Non, je suis trop paresseux pour la partir from scratch, je crois. Moi, je pense pas que c'est une correcte. C'est peut-être pas une question de paresse, mais est-ce que non, mais je blague, il y avait énormément d'offres? Y avait-tu énormément... Parce que comment tu fais pour... Justement, là, tu as été accompagné, mais est-ce qu'il y avait vraiment plein d'offres? C'est surprenant comment il y a des entreprises qui recherchent soit un repreneur à 100%, ou soit justement un co-actionnaire qui remplit des fonctions que l'actionnaire actuel ou le propriétaire actuel n'a pas à 100%. Votre rêve d'entreprise, vous l'avez réalisé avec passion. Vous l'avez bâti avec ardeur et vous l'avez vu grandir avec fierté. Vous avez contribué au Québec d'aujourd'hui en créant des emplois, en faisant une différence dans votre communauté. Votre prochaine étape, c'est de passer le flambeau. Et un transfert d'entreprise, ça se prépare. Pour ça, il y a des ressources à votre disposition sur québec.ca/accompagnement reprenariat. Planifiez la suite maintenant. Un message du gouvernement du Québec. C'est quand même une énorme décision de reprendre une entreprise avec le fondateur qui est quand même là pendant un certain temps. À quel point, là, il faut justement dater, là? Tu sais, c'est quoi les étapes pour faire en sorte qu'on s'assure justement qu'il y a un fit de valeur, un fit de culture? Comment qu'on fait pour vraiment savoir que c'est ça qu'on veut et ça va fonctionner? Bien, moi, de la façon que je l'ai vécu, mais on a passé différentes... On appelle ça des entrevues, là, mais c'est pas des entrevues. Là. On ne lit pas une liste de questions et tout. Là. C'est des discussions qui sont très franches. Puis, moi, de mon côté, je l'ai senti dans la première heure qu'il pourrait y avoir un fit. Que je pourrais travailler. À l'époque, il y avait François, il y avait Yves.
Puis je suis parti de là, puis j'ai embarqué dans l'auto, puis je continue. Tu le savais, là, Je le savais. Ouais, je le savais au fond de mes tripes. Là. Mais c'est C'était intéressant pas mon côté comptable qui me disait ça, là, mais c'était... Je veux travailler avec ces gars-là. Ils ont un besoin. Je pense que je peux aider aussi, parce que tu as ajouté de la valeur. le côté de valeur que je peux ajouter. On a visité l'entreprise. J'avais déjà 1001 idées. Puis les gars, il y avait une ouverture totale en plus de ça. C'est que j'ai tripé juste à faire les entrevues. Puis toi, François, je suis curieux, combien de candidats t'as passé avant de tomber sur Alex? T'étais pas mal le seul. On a pris le premier qui passe. On s'en est aperçu. Vous êtes vite en affaires? Non, mais je blague, mais c'était un fit comme naturel quand on s'est rencontrés. C'est ça, de ton côté aussi. Là, et le besoin était clair. Hein? Mon frère voulait se retirer de l'entreprise. Lui, il a dit, dans 3 ans, ça va faire quand même 29 ans qu'il va avoir été dans l'entreprise, ce qui est quand même long. Puis il a dit, moi, j'ai l'intention de passer à autre chose, faire autre chose. Je veux diminuer tranquillement. Je veux qu'on trouve... C'était vraiment clair ce qu'il voulait, mon frère. Je veux qu'on trouve quelqu'un qui va reprendre mes tâches, reprendre mes responsabilités. Ce que moi, je faisais pas dans l'entreprise, c'est vraiment mon frère, c'est son département. Puis moi, j'avais pas l'intention de faire ce job en plus à mon frère. Ça nous prenait quelqu'un. Ça nous prenait un releveur. Et puis qu'à partir de là, qui va éventuellement, après 3 ans, qui va être dans l'entreprise, racheter, tranquillement, pas vite, des actions de l'entreprise, devenir actionnaire. Fait que, oui, il y a une première période que tu commences à travailler avec la personne, mais on s'est cruisé pendant 3 ans pendant cette période-là quand même. Fait qu'en 3 ans, tu as le temps d'apprendre la personne, elle est comment, quelles sont ses vraies intentions, comment ça se passe, et puis c'est à partir de là, 3 ans plus tard, qu'il est devenu actionnaire dans l'entreprise. Fait que tu as été patient, Alex, puis je serais curieux de t'entendre pour tous les releveurs potentiels qui ont ce désir-là. Parce que moi, je dis à François, d'entrée de jeu, tu as eu le meilleur deal depuis le pain tranché sur un plateau d'argent. Là. Mais gérer le syndrome de l'imposteur quand tu rentres dans une entreprise que tu as 2 fondateurs familiales, puis qui en ont vu d'autres, là, qui ont vu une tempête après l'autre, puis qui ont de l'expérience derrière la cravate. Puis toi, tu arrives 25, 26, 27 ans. Jeune fringant, puis il faut que tu as des souliers à chausser, à porter, qui sont quand même importants. On gère ça comment, le syndrome de l'imposteur? Mais moi, je te le dirais que je suis rentré, j'étais pas actionnaire encore, je suis rentré comme employé. Mais... Ça, c'est quand même une belle différence. C'est une belle... Je suis rentré comme directeur financier, puis de l'administration. Puis, étant donné qu'on était une PME, on est encore une PME, la beauté de ce type d'entreprise-là, c'est que je pouvais toucher à tout, puis j'avais la latitude totale de pouvoir aller où je voulais dans mes idées. François, pour les auditeurs en audio, fait wouch la main. J'avais cette impression-là. C'est ça l'affaire. On va y revenir à cette impression-là après. C'est ça qui est intéressant. Puis, mais pendant les 3 premières années, j'étais pas propriétaire. Mais moi, ma façon d'être, c'est que je le vivais comme si j'étais propriétaire. J'étais impliqué comme si c'était ma business. C'est que quand il y a eu le déclic par après, quand il y a eu la transaction, du jour au lendemain, il n'y a rien qui a réellement changé pour moi dans ma façon d'être dans l'entreprise. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses quand même. Pour venir au syndrome de l'imposteur, je pense que étant donné que je n'ai pas fondé cette entreprise-là, je suis pas là depuis le départ, j'ai pas rushé pour la partir de zéro comme François l'a fait, comme son frère Yves l'a fait. J'ai toujours eu l'impression d'arriver dans quelque chose qui était déjà créé. C'est que j'ai toujours eu l'intention de devoir, pas l'intention, mais l'obligation de devoir me prouver pour montrer que j'avais ma place, puis que il avait fait le bon move de me faire confiance. Tantôt, tu parlais de la plus belle transaction. Mais moi aussi, je sais que j'ai été chanceux, puis j'ai toujours remercié François de ce côté-là. Il m'a donné ma chance. Je voulais pas décevoir personne. C'est que j'ai travaillé... Je pense que ça a été encore plus une motivation pour moi, mais cet effet de l'imposteur-là, je pense que je vais l'avoir tout au long de l'aventure avec Tricol. Ah ouais, ça s'est pas estompé avec le temps? Non, puis je pense que ça m'aide à me motiver. Je crois que ça me dit toujours non, faut pas que j'arrête parce que je n'étais pas là dès le départ. Je l'ai pas connu la première crise. Tu sais, je prends rien pour acquis. Je prends rien pour acquis, c'est ça. Mais est-ce que, tu sais, dans votre histoire, quand vous avez fait votre première entrevue, est-ce que les intentions étaient claires de part et d'autre? Parce que tu disais, bon, Yves voulait
vendre ses parts, mais toi, tu l'as clairement dit à l'entrevue, moi, je vais rentrer dans l'entreprise, puis éventuellement, je vais être un repreneur, ça va se passer. Tu sais, est-ce que vous aviez une timeline ou c'était vraiment, on va se dater, puis quand on va sentir que c'est le moment, ben là, on va te passer des actions? Mais c'est quand même cocasse ce que tu dis là. En entrevue, même en entrevue, ça a été parlé. Ça a été La dit. première entrevue. C'est clair. Ouais, c'était clair, net et précis. Ouais. Mais toi, tu as quand même eu la patience d'attendre. Tu sais, justement, il s'est passé quand même 3 ans. Mm-hmm. Tu travailles fou, hein? au jour le 3 jour. ans, Tu on sais, dit c'est de la patient. patience. Moi, je trouve ça rapide. Moi, je trouve que c'est rapide. C'est fou comment les millennials ou la Gen Z, ils sortent de l'université, ils veulent être président du jour au lendemain. 3 ans, c'est quand même... Mais c'est vrai que t'as mangé tes croûtes. Là. Mais oui. Puis moi, c'est drôle parce que je trouve justement que les nouvelles générations, après 3 mois, ils veulent le poste de président puis ils n'ont aucune expérience. Mm-hmm. Moi, je trouvais que le 3 ans était rapide. C'est que... rapide dans le sens que je trouvais que la ligne de temps était parfaite pour, pour moi là, dans ce scénario-là. Si je peux me permettre, là, moi, je veux revenir sur ce qu'il dit sur le syndrome de l'imposteur, puis quand il est rentré dans l'entreprise, hein, parce que ça joue à deux, ce tango-là. Là, OK? Lui, il a son point de vue, comment est-ce qu'il se sentait par rapport à moi, mais moi, comment je me sentais par rapport à lui. Là. Ben, déléguer tes responsabilités, François, je veux t'entendre là-dessus. Là, parce que là, on entend, c'est du rose, c'est beau, on vit dans un monde de licorne, c'était l'amour fou, mais ça n'a pas dû être facile. Là. Mais faire confiance à quelqu'un d'autre versus son frère, tu sais, vous aviez une dynamique, une mécanique ensemble. Je me fais même pas confiance à là, moi-même des fois. Là. Il y a quelqu'un de nouveau là, dans l'histoire. Mais effectivement, c'est là qu'il n'est pas difficile, c'est difficile pour le cédant, qui a tout le temps eu le pouvoir, qui a toujours dirigé l'entreprise. C'est lui qui prend les grandes décisions. J'étais avec mon frère, puis on avait une façon de prendre des décisions ensemble. Puis du jour au lendemain, ces façons-là changent. Là. Puis c'est avec un inconnu. Là, ça fait 3 ans que tu travailles avec, mais tout d'un coup, c'est quelqu'un d'autre, puis qui doit se prouver, qui doit prendre sa place. Puis là, tu as le choix. Tu prends quelqu'un de faible comme associé au releveur, puis tu dis, il ne prend pas sa place, puis il ne fait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Ou tu prends quelqu'un comme Alexandre, tabarouette, qui veut, qui performe, qui se dépasse. Puis là, tabarnouche, il faut que tu retiennes. Là. Ouais. Puis là, ben, comme cédant, toi, tu te ramasses que... T'as une minute, d'où est-ce qu'il sort, lui-là, pour prendre autant de place que ça? Puis là, attends une minute, là, j'ai délégué des responsabilités, mais là, c'est du pouvoir qu'il prend. Là. Puis c'est pas nécessairement le pouvoir que je pensais qu'il allait prendre, là, ou de la façon qu'il allait le prendre. Puis là, tu te sens un petit peu confronté. Bien confronté comme cédant ou accompagnateur du releveur. Où là, tu te remets en question. Mais attends une minute, là, c'est quoi mon rôle là, aujourd'hui? Là? Si j'y fais pas de place, puis je dis, hey, le jeune, prends ton trou, là, puis attends, là, je vais le perdre. Je vais le démotiver. Attends, c'est qu'est-ce que je veux? Puis là, tu tombes dans... Attends une minute, là. Je vais avoir raison ou je vais avoir des résultats? Qu'est-ce que je veux dans la vie? OK, c'est un trip d'ego, là, puis montrer devant tout le monde à mes employés, non, c'est plus moi qui anime les meetings, les réunions, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Oups, moi, je l'aurais pas fait de même, il vient de dire ça, je le reprendrai pas devant le monde parce que... Mais ça me met en tabac. Caroline, c'est pas ça, j'aurais dit, moi. T'as un exemple concret? Non, je n'en donnerai pas. C'est le pari de la confiance. Ben, c'est de effectivement. faire confiance. Puis ça, ben, ça fait peur, c'est de prendre un risque. On ne sait pas où est-ce qu'on va tomber. Mais est-ce que vous aviez des outils pour justement vous arrimer ensemble, de ce partage de pouvoir-là? Est-ce que c'était de la communication? Comment vous avez fait pour que tu délègues de la confiance puis que toi, tu te sentes bien là-dedans? C'était quoi votre entente, votre mécanique? Je serais curieux de t'entendre là-dessus, moi. C'est comme une thérapie, j'aime ça, on va vous charger. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que la communication, elle a toujours été ouverte. C'est que, on parle d'une PME, là, c'est que nos bureaux on peut se parler presque à travers nos bureaux. Là. Il faudrait quand même crier, là, mais c'est que moi, François, on parle, on est en discussion, là peut-être un peu moins à cause de la nouvelle transaction qui a été faite, mais on est en communication 3-4 fois par jour, on se consulte pour nos décisions. Puis je pense que le but, moi, de la façon que je l'ai vécu, je ne sais pas si toi tu l'as vécu de même, c'est que c'était de se tenir au courant le plus possible de l'information qu'on trouvait importante de donner à l'autre personne. Ouais. Puis, moi, je trouvais que ce forum-là, c'était le moment de dire « T'es d'accord, t'es pas d'accord? »
Puis si tu parles pas, ben c'est que t'es d'accord. Qui ne dit mot consent, comme on dit. C'est un peu ça, là. Tu sais. C'est que, puis sinon, ben. Lève la main. Lève la main. C'est que. Puis la même chose de mon côté. C'est sûr et certain que dans mon rôle, que je disais des fois que j'avais un rôle d'imposteur, je pense qu'on l'a vécu des deux côtés. Tu sais, il y a des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû lever la main puis dire, ah, ça, peut-être je suis moins d'accord. Mais étant donné que je me disais, hey, moi, je suis qui? Moi, je suis le releveur qui s'est fait donner une chance, que le rôle d'imposteur, c'est pas ma business, c'est pas mon bébé de départ. Donc, je vais laisser le fondateur prendre la décision. C'est que je vais me plier à la décision. Puis François, peut-être de l'autre côté, même chose. De l'autre côté, c'est pas plus facile parce que tu dis, OK, attends une seconde, là, je veux des résultats. On a des KPI pour calculer les résultats pour voir si on les atteint. Mais sa façon de faire, là, c'est pas en toute ma façon de faire. Là, c'est pas comme ça que j'arriverai à ces résultats-là. Puis là, ben, tu es confronté à dire, attends, là, c'est des résultats que je veux ou c'est à ma manière. C'est deux façons complètement différentes. Puis quand tu étais un fondateur d'entreprise, quand tu as montré à tout le monde comment faire les choses, quand tu étais sur le front line, de là de dire à quelqu'un, ben, fais-le à ta manière, mais mange-toi pour que ça arrive en gardant les mêmes objectifs communs, en partageant les objectifs communs. Mais laisser faire, là, pour un entrepreneur qui est habitué de ne pas laisser faire puis de tout essayer de contrôler, là, c'est pas facile. C'est extrêmement confrontant. Puis tu dois te remettre vraiment là, comme cédant puis comme accompagnateur du releveur, de dire, attends, là, je le laisse faire, je le laisse aller, j'interviens, là, je suis fâché pour de vrai, mais est-ce que j'ai une raison valable d'être fâché ou c'est juste parce que ça vient me jouer en dedans de moi puis j'accepte pas mon nouveau rôle. Puis ça a été quelque chose sur lequel il a fallu que je travaille en tabarouette. Il a fallu que je me parle. Solide. Puis je reviens toujours au livre, hein, What got you here won't get you there. Qui est un excellent livre qui explique bien tes patterns dans la vie, tout ça. Mais si tu as vraiment un objectif de pérenniser, de transférer, de donner la chance à quelqu'un d'amener ton entreprise plus loin, ben il faut que toi, tu plies puis tu changes là, dans la vie. Là. Si tu veux que le monde prenne leur place, tu me fais penser. Faut que tu lui donnes la place. Mon père m'a toujours dit, tu peux dire à quelqu'un quoi ou tu peux dire à quelqu'un comment, mais tu peux pas lui dire les deux. Fait que si tu lui dis, je veux tel objectif, fais-le de même, non, ça marche pas. Ou fais-le de même, mais tu peux pas garantir l'objectif. Fait que c'est un peu ça, ce que j'entends qui vient jouer. Puis moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que là, on parle beaucoup de la rencontre, on parle de le match, mais pour le faire arriver, ce match-là, pour le rachat, pour faire rentrer un jeune de 29 ans dans l'actionnariat, pour faire rentrer le Fonds de solidarité FTQ dans l'actionnariat, y avait-tu de l'aide? Y avait-tu quelqu'un qui vous a accompagné? Y avait-tu un template quelconque qui existait quelque part? Alexandre, t'as-tu... Non, il n'y a pas un mode d'emploi hein, de comment de faire une transaction. Surtout que pour nous, c'était une entreprise qui était familiale. Là. Moi, je ne venais pas de la famille, mais c'était deux frères qui étaient dans l'entreprise. C'est qu'on est parti d'une feuille blanche. J'avais aucune expérience dans tout ce qui était transactionnel dans l'entreprise. Mais à partir de là, je pense qu'on n'est jamais plus fort que le cercle autour de nous. Là. Puis pour la première transaction, on s'est très... Ben, je le ferais sûrement complètement différemment aujourd'hui. Là. Mais je trouve que... Tu t'as foncé. On le fait, on trouve... Mais tu t'es fait accompagner. On s'est fait accompagner quand on avait besoin d'être accompagné. On a eu beaucoup d'aide, exemple, de la Banque nationale, Investissement Québec qui nous a supportés aussi, qui nous ont aidés. Mais ça, c'était pendant la transaction. Pendant la transaction, oui. Mais tu sais, l'avant, là, je veux dire, c'est quoi? Il n'y a pas une plateforme d'entreprise comme ça qui s'affiche au grand jour, qui veulent un repreneur. Tu sais, comment il l'a su? Mais quand son 3 ans est arrivé, il a levé la main et il a dit, c'est bon, écoute, je commence à acheter, moi, là. Non, mais même avant... On entame le processus. Pour rentrer dans l'entreprise, tu veux dire? Le headhunter qui t'a mis qui vous a marié, qui est le matchmaking. En fait, vous aviez briefé le headhunter en disant, nous, on cherche la relève. Oui. C'est ça, mais vous ne l'aviez pas dit aux employés. C'était pas comme... Non. Tu au grand jour. Non. OK, c'est ça. Personne ne le savait dans l'entreprise. Fait qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a fait le lien, qui savait vos intentions de l'entreprise, puis toi qui connaissais un peu ton désir de reprenariat. Ben moi, le headhunter,
qui a été choisi, je savais que je cherchais une entreprise que je voulais devenir repreneur. C'est ça, exact. Donc, il y a eu quand même quelqu'un qui vous a matché. Oui. OK. Le chasseur de tête. Un chasseur de tête. Mais quelle chance de tomber que ton chasseur de tête soit également le chasseur de tête en contact avec Trika. En tout cas, la vie fait bien les choses, comme on dit. Il y a un pourcentage de chance. En entreprise, en entrepreneur, on aurait pu tomber sur quelqu'un qui ne fonctionne pas ou lui sur une entreprise qui ne fonctionne pas pour lui. Il y a toujours un pourcentage de chance. Mais ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle d'audace. Hein, on parle d'audace. Là, nous autres, d'avoir eu l'audace puis d'exprimer clairement c'est quoi notre besoin, puis de fouiller, puis de chercher. Pas d'attendre que quelqu'un cogne à la porte. Et puis, dans son cas, c'est la même chose. Hein. Son plan de match était clair depuis qu'il était à l'université. Il a fait preuve d'audace, puis il a chassé. Là. Et puis, c'est là que ça a fonctionné. Mais c'est en fait un des mythes que je serais curieux de t'entendre, François, là-dessus, parce que cette vision stratégique-là, cette planification-là, qu'à chaque étape, que ça soit, là, je comprends, la première étape, c'était Yves qui voulait quitter, donc c'était un peu imposé comme étape. Mais la deuxième étape qui était de dire, là, on fait rentrer un institutionnel comme le Fonds de solidarité FTQ qui vient nous accélérer pour la prochaine étape. Puis là, la troisième étape qui dit, on va à Artopex, c'est un plus grand groupe qui va encore nous accélérer. Est-ce que ça venait d'un plan stratégique après 2 jours que vous êtes allé à l'Estérel, lac à l'épaule? C'est-tu venu d'un haha moment en plein milieu de la nuit que, OK, c'est comment vous en êtes venu à cette planification-là, que c'est les bonnes étapes à faire? Ça s'est fait un peu naturellement. Le Fonds de solidarité nous approchait depuis longtemps dans l'entreprise. Et puis, on disait tout le temps non, 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 non. Puis à un moment donné, on est moi, dans mon plan de carrière, là, j'ai regardé ça. Bon, il y a un jeune releveur qui est en place. Je veux continuer de transférer le plus de responsabilités, pérenniser cette entreprise-là, qu'elle me survive. Je veux que la région, mes employés puissent continuer de travailler dans l'entreprise, qu'on continue de perdurer après toutes ces années-là. Et puis, je me disais, si on rentre un institutionnel avec nous, ça va nous mettre une structure davantage en place, un CA. Ça va nous mettre vraiment encore plus là, de possibilités. Ça va assurer une pérennité aussi financière si jamais il y a un pépin, il y a un problème. On n'avait pas de problème financier, mais quand même, quand tu as un partenaire financier comme le fonds qui est avec toi, tu te sens un peu plus solide. Puis je me disais, c'est une belle transition encore pour continuer. Et puis, on verra après ça où tout ça, ça va nous mener, mais ça va me sécuriser comme cédant d'avoir un institutionnel, mon jeune releveur. Et puis, pour la continuité, pour Alexandre, c'était pour d'autres raisons qu'il l'a fait avec le fonds. Mais est-ce que de rentrer ce fonds-là, c'était aussi pour mousser la croissance? Est-ce que vous aviez des objectifs, un plan de croissance, puis là, ça allait amener un peu de l'eau au moulin? Parce que je pense qu'il y a un mythe... de se dire, je vais vendre, donc je vais arrêter d'investir, je vais un peu garder le statu quo, je vais garder ça comme ça. C'est totalement le contraire. C'est ça. Quand on a décidé d'aller vers le fonds, on se ramène 2020-2021. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Non, c'était tranquille. On était chez nous. On était il y a eu une grippe. Là. Il y avait une explosion de la demande de meubles. OK. Les gens voulaient être bien chez eux. Les gens voulaient être bien chez eux. C'est fou, pareil. OK. Ouais. Puis, là, 2021. En 2020, il y avait eu la COVID. Ouais. Par la suite, nous, on a connu une croissance, une très bonne croissance. 2021 encore, 2022 aussi. C'est que pendant cette période-là, on a atteint le sommet de notre chiffre d'affaires pendant ces années-là. Puis on avait besoin d'un agrandissement d'usine qui demandait quand même de gros investissements. Okay. Puis on s'est dit, OK, c'est quand même un très gros projet aussi de notre côté. Puis moi, étant donné que j'étais quand même dans l'entreprise copropriétaire depuis quelques années, mais pas encore autant que François, si on allait vers le projet d'investissement que ça nous demandait, il y avait quand même un risque financier pour moi, puis en plus avec la période de COVID qu'on venait de passer. Je me suis dit, il faut que je me trouve une façon de gérer mon risque. C'est qu'en incluant le fonds, ça venait faire en sorte que je pouvais gérer mon risque d'une certaine façon. Le mythe, justement, d'arrêter d'investir dans son entreprise parce qu'on veut vendre, puis c'est de l'argent qu'on ne reverra pas, puis ça ne sert à rien, puis c'est pas nous qui allons en bénéficier. C'est-tu vrai, ce mythe-là? Moi, je dirais que c'est totalement faux. Parce que... Pourquoi? Moi, je pensais arrêter ça là, mais non. Parce qu'une entreprise,
une entreprise un peu comme la nôtre qui vit sur l'innovation, qui vit sur l'investissement chaque année qu'on doit faire, si on arrête de donner cette terre-là à l'entreprise-là, elle ne survivra pas au courant des années. Puis, en évaluation d'entreprise, justement, côté comptable, ça apparaît quand une entreprise arrête d'investir, ça devient un déficit d'investissement au courant des années. Puis ça peut être perçu comme une diminution de la valeur quand l'évaluation de l'entreprise elle est faite. Mais nous, de notre côté, on n'a jamais eu cette vision-là. On a toujours continué à investir, peu importe si on avait dans l'idée d'avoir une transaction ou pas. La seule période qu'on a un peu stoppé ou arrêté un peu les investissements, c'est quand on était dans le processus de transaction, puis vraiment enclenché dedans dans les 6 mois vraiment intensifs, parce que là, on ne voulait pas prendre des décisions qui pourraient nuire à la nouvelle, exemple avec Artopex. On aurait pu faire un achat d'un équipement qui n'aurait pas été bon peut-être pour le futur de l'entreprise. C'est qu'on voulait attendre d'avoir un peu plus d'informations. Qui aurait été en doublon, qu'eux avaient peut-être déjà, etc. François, quand tu as permis à Alexandre de rentrer dans l'entreprise, tu as réendetté l'entreprise pour lui permettre de rentrer. Veux-tu nous expliquer un peu rapidement comment vous avez réussi à faire tout arrimer ça? OK, c'est à ce moment-là où tout le monde va me traiter de fou, là. Un peu, oui, parce que quand on disait le meilleur deal depuis le pain tranché, c'est peut-être ça, là. Mais... OK, comment je vais t'expliquer ça? Tu me ramasses, mon frère veut quitter l'entreprise, il veut, puis il mérite toute la retraite et puis tout ce qui va avec. J'ai un jeune releveur qui est prêt à racheter 50 % de l'entreprise. Là, tu te poses toutes les questions comme entrepreneur, comme cédant. Ouais, je rachète 100% moi-même, je donne 10. J'en garde pour mes enfants éventuellement. Mes enfants avaient 15 ans, trop jeunes pour entrer dans l'entreprise. Est-ce que j'en garde pour eux? J'en garde pas pour eux. Ça vaut combien? Comment est-ce qu'on va financer ça? Lui, il y a un peu de sous de côté, mais on s'entend plus que... 50%. Jamais pour racheter une entreprise comme celle-là. Jamais pour ça, là. Je fais quoi? Je crois-tu suffisamment à lui pour le financer ou pas? Est-ce que je suis prêt à endetter l'entreprise? L'entreprise n'a pas de dette, là. Okay? L'entreprise a 0 dette, elle est saine financièrement, on a un bailleur intéressant, ça va vraiment bien. Puis là, si je veux financer son 50 % puis je crois suffisamment en lui, il faut que j'endette l'entreprise au complet pour financer son 50 % là. Je donne tout en garantie. Là. Tout ce que j'ai ramassé dans les 30 dernières années, là, je le donne tout au complet en garantie. Là, tu prends une grande respiration. Moi, j'ai juste le vertige en ce moment en t'écoutant. Là. Ouais. Je l'ai eu longtemps. Toi sur moi. Je l'ai eu longtemps, puis... À partir de là, il faut que tu te poses la question, mais tu veux quoi exactement? Là? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux garder la tarte pour toi tout seul? Tu veux avoir quelqu'un qui va faire en sorte qu'on va la faire grossir, cette tarte-là? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne qui va pouvoir m'aider? J'ai besoin de quelqu'un. Je ne suis pas capable de faire ma job en même temps, faire croître l'entreprise, puis faire tout le côté administratif qu'Alexandre fait. Ça va me prendre des employés. Hey, j'ai pas de lien de sang avec ce gars-là. Là. C'est pas mon gars, là. C'est un inconnu. Il va falloir qu'il soit bon en tabarouette. Là. J'y ai cru. J'ai cru en lui. J'ai cru en Alexandre. Il l'a prouvé pendant 3 ans. C'était tout en son honneur. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Puis j'ai signé dans le bas de tous les contrats. Avec la banque. Et on aurait pu la romancer, notre histoire, puis la mettre toute belle. Là. Okay? Mais ça n'aurait pas été dérangeant. C'est ça. Mais non, puis c'est une belle histoire quand on regarde la finalité. Mais là, dedans, là, il n'est pas facile. Si t'es un cédant, t'es un repreneur, prépare-toi. It's gonna be a bumpy ride. Là. OK? Ça va être difficile. Puis il va y en avoir des moments où tu vas dire, hey, prends-tu la bonne décision ou pas? L'inconnu fait peur. Puis quand t'es pas sûr de toi, puis t'es pas sûr que ça va virer comment cette affaire-là, là? Puis les paiements par mois, là, c'est des méchants paiements. Il arrivait vite en tabarouette. Mais c'est quand que ça t'a libéré? Est-ce que c'est quand, justement, il y a eu une acquisition d'une plus grande entreprise, puis là, t'as fait, OK, là, j'ai plus tout ce poids-là? Non. Moi, je veux savoir le moment de la libération. Le moment de la libération, j'insiste. Le moment de la libération, c'est que tu te retrousses les manches, puis tu dis, OK, on part, go, on le fait. OK? Puis là, à partir de là, c'était pas, je suis pour Alexandre, hey, je suis devenu actionnaire, je peux m'asseoir sur mon steak, là. C'est, il faut rembourser ça. On a besoin de croissance. Moi aussi, je voulais de la croissance. On voulait emmener l'entreprise plus loin. On avait vraiment un objectif commun de l'emmener plus loin. Puis c'est à ce moment-là, là tu y penses plus, là. Fait que c'est une décision consciente d'arrêter de douter puis de te dire, j'ai pris cette décision-là, voici les conséquences.
c'est pour le mieux, puis on avance. On y va, on avance. Puis là, je vous écoute, puis je résumerai, puis corrigez-moi si c'est pas vrai, mais on dirait que le processus de vendre son entreprise ou de faire rentrer un repreneur, il y a des émotions, il y a un roller coaster, c'est peut-être plaisant. Le niveau de bonheur est peut-être à moins 20 là, dans ce processus-là. Mais l'alternative, c'est de laisser son entreprise mourir puis de la fermer. Puis ça, le bonheur est probablement à moins 2000. Là. Bien, c'est l'inconfort plus que le bonheur ou le malheur. Hein? Puis laisser mourir ton entreprise. Tu sais, il faut te le dire, là, tu vas mourir un jour, Étienne, OK? Fait que tu as le choix de faire tes préarrangements ou pas. OK? Puis si tu dis, hey, moi, je fais pas de préarrangement, je mourrai pas, ben non, tu vas mourir pareil. C'est juste que tu vas laisser le trouble à d'autres. Mais à un moment donné, c'est un peu ça, pérenniser ton entreprise. Tu l'as bâti toute ta vie, là. Et il faut que tu prennes une décision à un moment donné, vraiment, là, avec la bonne intention, puis il faut que tu te prépares en conséquence. Puis quel rôle que tu vas jouer, quelle posture comme cédant ou comme repreneur que tu vas jouer dans ce rôle-là. Là, ça va être quoi ta posture? Là? Mais tu as quand même choisi le reprenariat. Tu aurais pu aussi décider de la vente tout court. Oui. Puis pourquoi ou avoir choisi... un institutionnel. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, comme, ou un private equity, pour utiliser un bon anglicisme. Ouais. Pourquoi avoir choisi la route du reprenariat? Bien, mon frère, il quittait l'entreprise. Hein? Fait que, bon, ben, il faut trouver une solution. Puis ça prend quelqu'un surtout pour faire sa job. Puis à partir de là, ben, il deviendra actionnaire. Puis j'ai toujours été co-actionnaire toute ma vie. Ça fait 37 ans maintenant, là. 38 ans. J'ai toujours été co-actionnaire. Puis pour moi, le mélange d'avoir un visionnaire, un intégrateur faisait du sens. Et puis, je ne suis pas l'entrepreneur parfait qui a les deux en lui, qui est capable de faire les deux. J'ai un côté visionnaire qui est beaucoup plus fort. Puis ça me prenait vraiment un intégrateur avec moi qui me donnait confiance. Là. Fait que ce que j'entends, c'est que tu voulais rester impliqué. Tu voulais pas dire, OK, bon, on prend quelqu'un d'autre, puis moi, je pars, puis that's it. Tu avais du gaz dans le canis. C'est ça. Tu voulais continuer sur ce chemin-là, mais avec quelqu'un qui était complémentaire avec toi, dans le fond. Et moi, je pense même que c'était le déclenchement de la transaction avec le frère de François. Dans le sens que François avait beaucoup plus de gaz dans le canis, pour reprendre l'expression, que le frère de François à cette époque-là. Puis moi, j'arrivais jeune, prête à défoncer des murs. François voulait qu'on défonce des murs. Puis on s'est dit, puis je peux pas dire un kit ou double parce que, tu sais, on n'a pas mis la santé financière de l'entreprise en péril, mais c'était un peu comme ça. Je pense que tu l'as vu. Tu t'es dit, moi, je veux l'amener plus loin, puis on fait une ride, ben, on va prouver qu'on a fait un bon move, puis on se le disait tout le temps, on va se le prouver, on va se le prouver. Puis les résultats, on les a atteints. Ouais. Puis moi, ça a été là le déclic. Tu sais, tantôt, je parlais de l'imposteur, là, que j'ai été un peu moins dans ce rôle-là quand j'ai fait « OK, parfait ». J'ai pu redonner à François qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je sais pas si... Non, ça, c'est bien dit. C'est dur à dire le déclic, il est quand, quelle date, mais à un moment donné, j'ai fait « OK, parfait ». Je pense que là, on a atteint un niveau qui fait en sorte que c'est gagnant-gagnant. Il a été bon. Là. Ouais. C'est-tu cette même énergie-là qui vous a habité quand que la transaction avec Artopex est arrivée, par exemple? De dire, hey, ça, c'est l'opportunité de faire un kit ou double, encore une fois. T'sais. Parce que vous l'avez décidé ensemble, j'imagine. Je veux dire, vous étiez co-responsable de la pérennité. Là, c'était plus juste toi qui prenais la décision. Il y avait quand même son mot à dire. C'était quoi l'intention derrière? Bien, j'étais dans un processus, moi, de déléguer davantage. Hein? Après que le fonds soit rentré, puis c'était clair, c'était précis, mon objectif, c'est de déléguer de plus en plus à Alexandre, au reste de l'équipe chez Trica, pour faire en sorte que l'entreprise me survive, soit pérenne, puis de faire un phase-out vraiment tranquillement, pas vite. Non pas que je voulais plus travailler ou que j'aimais plus ça ou que je voulais pas faire ça. Non, mais tu t'es donné du temps. C'est de l'oxygène. Là. Exactement. Puis moi, là, c'était calculé puis tout ça. Puis qu'à un moment donné, bon, ben, je fais plus partie de ces réunions-là. Prenez les décisions. À un moment donné, je veux plus être copié dans ces mails-là. C'est toi maintenant qui vas s'occuper de ça. Fait que tranquillement, pas vite, je délaissais chacune des tâches. Je veux plus te copier dessus, mais fais-moi un résumé quand même. C'est ça. Puis je vais te donner mon opinion quand même. Quand même, effectivement. Mais c'est vraiment dans un but, c'est vrai. Bon. C'est dur de déléguer, c'est sûr. C'est dur de laisser aller. Détacher, hein, se détacher. Ah ouais? Parce que souvent, là,
la ligne est mince entre le lâcher-prise, là, OK, puis tenir ça bien trop serré et s'en calisser. La C'est un art. plupart des gens, il faut qu'ils passent absolument de « je contrôle tout » à « je m'en calisse ». Je m'excuse du terme. Ouais. là. Non, mais avec l'effort vient l'émotion. Fait que Ben, les gens mettent c'est plus ça. d'effort, donc ils n'ont plus d'émotion. Ben, effectivement, fait que, ils passent d'un à l'autre, mais le lâcher-prise qui est entre les deux, c'est ce qui est le plus difficile émotivement. Ben, il est conscient, ce mouvement. C'est une prise de conscience que tu dois faire. C'est une posture différente. C'est l'acceptation que l'autre va le faire différemment que toi. Fait que dans ces années-là, est-ce que tu méditais toute la journée? Tu allais faire ton jogging? Tu sais, c'était quoi les outils que tu avais justement pour garder un peu le cap? Pourquoi puis tu de- ris, Le Il karma. en aurait peut-être fallu un peu de méditation. J'adore votre authenticité, messieurs. C'est parfait. C'est ça que j'ai. Mais c'est pour ça que je dis que c'est très émotif, hein, parce que ces émotions-là, c'est des émotions que tu n'es pas habitué de vivre. Là. Mais Tu te dis, t'avais-tu un attends, mon mentor? vieux T'avais-tu réflexe. comment? Oui, moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Là. J'ai été à l'école d'entrepreneurship de Beauce pendant ce temps-là. Fait que j'ai eu une période où j'ai été là, puis c'était là que je me suis donné un congé pendant 6 jours tous les 2 mois pour réfléchir, c'est où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire, quelle posture que je vais avoir, c'est quoi mon après, mon pendant, comment je veux agir. Puis cette période-là, moi, ça a fait en sorte que j'ai eu des mentors pendant que j'étais à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'ai eu des coachs qui m'ont aidé. Puis aussi, j'ai eu des coachs que j'ai pris aussi à part ça pour vraiment m'aider à faire cette transition-là. Puis je me disais, hey, c'est pas vrai que je vais finir un vieux Chris. Là. Excuse-moi, je ressac encore. Là. Mais tu sais, dans la vie, tu vois beaucoup d'entrepreneurs On qui n'est pas à viennent. Radio-Canada, c'est parfait. Tu veux dire aigri, frustré? Aigri, ou, frustré, ouais. puis Tu c'est voulais pas le faire de avec une même, certaine c'est paix pas intérieure. ça. Ouais, effectivement, moi, je suis un gars qui est heureux, généralement dans la vie, là, et puis que je veux cultiver du bonheur autour de moi. Hey, je veux pas être, moi, le pris pogné avec tout ça. Mais en même temps, il faut que je le vive. Mais c'est pas facile non plus, là. Puis j'en ai eu des montées de lait avec Alexandre, là, que je Moi disais, aussi. puis On toi en avec, a tous eu. Ben, on ça a eu fait des partie de la conversations solides ensemble, là, Mais moi, Alexandre je suis et moi. curieuse. Tu sais, on a beaucoup parlé de vous, vos émotions, vos sentiments. Les employés là-dedans, là, Ouais. comment ils l'ont vécu? Parce que mais c'est moi, quand je même quelque trouve- chose. Là. Il y a le petit gars qui arrive. Il est petit gars, jeune, c'est moi, ça? jeune. Ouais, ça, c'est Ok. toi, ça. Il est jeune, jeune. Il arrive. Oups, 3 ans plus tard, il y a des actions. Oups, il devient coactionnaire. Oups, on vend une plus grande entreprise. Tu sais, comme, ça a-tu créé de l'instabilité? Y a-tu des gens qui sont partis? Y a-tu eu des craintes, des montées de lait? Je pense qu'on a. Puis on l'a pas fait parfaitement, là, mais on a. Moi, je suis une personne de contrôle, là, quand même, qui aime ça bien planifier les choses. On a très bien contrôlé avec François les communications de chacun des steps qu'on a fait. Puis la communication avec nos employés, on est très proche de notre monde. Là. C'est une des qualités chez Trica. Là. Je pense que Vous êtes Étienne, combien? On est 150 OK. employés à Saint-Jérôme. Oui. Étienne, t'as visité, je pense. Ouais, Ouais, c'est extrêmement moderne, tout automatisé, puis le monde était vraiment chaleureux, accueillant. En tout cas, moi, j'ai été À chaque séduit. fois qu'on a une visite chez Trica, On leur donne des bonbons. c'est quand même assez cocasse quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Ouais. Ils disent les gens, ils ont de l'air heureux. Ils ont pas l'air. Ils sont heureux. On les croise, puis ils sont heureux. Puis moi, je fais toujours la blague qu'on engage des figurants quand on Ça, c'est des acteurs, là. Comme, OK, time! Non, mais ça s'invente pas. Mais on Ça, essaie ça- d'être vraiment proche. Ouais. Mais on fait beaucoup d'efforts, puis il faut être sincère, puis il faut y croire. Là. Puis on est très proche de notre personnel, puis on aime ça, être franc dans nos communications, même si on a beaucoup de lacunes, puis c'est pas parfait, c'est mais- pas parfait. Ouais. C'est qu'on l'a préparé. Tantôt, tu disais comment qu'on a fait. On a préparé nos communications. Puis aussi, c'est qu'on contrôlait le message. Puis on n'a jamais laissé transparaître. Tantôt, on a dit, on a eu des fortes discussions. Là. Mais tu sais, à part peut-être 1 ou 2 cas en 13 ans que les gens ont vu, mettons, un désaccord peut-être sur des décisions, on l'a jamais laissé transparaître. Parce que moi, je pense que la force d'une équipe, c'est d'avoir des propriétaires qui sont forts ensemble. Ils sont unis. Qui Ouais. sont unis. Tu veux pas montrer comment on fait de la saucisse, là. Non, c'est ça. Ben, c'est comme une séparation dans un couple. Je veux dire, les enfants sont vraiment affectés quand les parents, ça s'entend pas devant les enfants. Là, j'imagine que vous avez été assez mature pour laisser vos histoires de côté, vivre Ouais. vos émotions, puis contrôler, comme tu dis, un peu le message pour... J'imagine que vous avez sécurisé tout le monde à travers Puis ces transactions-là. quand François disait, c'est vrai que dans une transaction, il y a 5 de comptables ici et ça, puis il y a 95 d'émotifs.
dans toutes les transactions qu'on a faites. Mis à part le fonds, ça a été un peu moins émotif parce que c'est un institutionnel et tout. Mais les 2 autres transactions, une chance qu'on n'a pas laissé transparaître cette émotion-là avec nos gens. On aurait pu créer de l'incertitude aussi. Mais puis les gens auraient pu quitter, ils auraient pu dire, écoute, moi, je vous fais plus confiance. Puis une de nos plus grandes fiertés dans ces 3 transactions-là qu'on a faites, c'est quand on les a annoncées, les gens, il n'y a personne qui se doutait qu'il se passait quelque chose. Ah ouais? Presque. Ouais. Vous avez été vraiment... Ah, mes petits cachotiers! C'était... Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais y a-tu des situations, je serais curieux de vous entendre, sur dire, tu sais, vous êtes en train de négocier avec Artopex, puis là, ça se passe, ça s'en va, ça sent bon, là, ça va dans la bonne direction, puis ouais, finalement, en comité d'équipe, on va mettre un hold sur telle embauche ou il y a tel projet d'investissement. C'est-tu arrivé, ça, que comme finalement, il fallait comme peut-être mentir à son monde? Mentir ou contrôler la vérité, peut-être. Je sais pas si ça peut dire comme il faut. Ouais. Ben oui, c'est ça. T'sais, nous, dans le processus d'Artopex, Trica, on fabrique du meuble résidentiel. Mais notre type de meuble est d'une très grande qualité qui peut être vendu dans l'institutionnel ou dans le commercial. Artopex vend dans l'institutionnel, dans le commercial. C'est qu'on avait plusieurs visites des gens d'Artopex qui venaient chez Trica. C'est ce qu'on avait dit à nos équipes, puis ce qui était vrai, c'est qu'on travaillait sur un contrat long terme avec eux pour pouvoir... De distribution. Qu'il y ait de la distribution. Au moins, on donnait... Vous avez jazzé ça. Ce qui est vrai en soi. Oui. Ben oui. Mais en même temps, tu peux pas le dire. Je veux dire, je comprends un peu. C'est un white lie. Je veux dire, c'est pas... Fait que c'est pas évident parce que tout le monde, t'es dans le comité de direction. OK, t'as une machine là, sur laquelle on travaille, là, qu'on achète la semaine prochaine. Là, finalement, on le fait. Là, c'est là. On va le mettre sur hold. Ben oui, tu me dis depuis longtemps, ça presse. Là. Puis là, tout d'un coup, c'est sur le hold. Là. Fait comment le dire? Comment annoncer ça? Tout Puis ça? on veut pas démotiver nos équipes. Tu veux pas les motiver. Parce qu'eux, ils travaillent sur ces projets-là. Puis là, ils disent, ouais, mais là, ton plan stratégique, tu me dis, moi, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Puis tu me permets pas d'investir. Fait que là, Mais mettons cette période de flirt-là avec ta Artopex, là, ça a-tu été long, disons? 1 an environ. 1 an, bon. Ouais. C'est ce que j'entends beaucoup, les transactions majeures. Là, c'est Ça aussi, ça se prépare. C'est pas du jour au lendemain. Ah, je veux vendre. Non, mais surtout que dans notre cas, on n'était pas à vendre. Hein? À ce C'est moment-là, ça. on n'était pas à vendre. Il faut bien penser. Là. J'avais mon releveur en place, j'avais un institutionnel, Ben ouais. la business va bien. Fait que c'est eux qui vous ont approché. Moi, je veux continuer. Oui, OK, c'est une approche de leur C'était une part. opportunité. Vous avez pris... Ça faisait du sens dans votre planification stratégique. Mais c'est une super belle opportunité aussi pour l'entreprise Trica. Nous, étant seulement dans le meuble résidentiel, on n'a pas accès au réseau de distribution qu'eux, ils ont. C'est que pour Trica Saint-Jérôme, le match avec Artopex est le plus beau match pour la pérennité et la croissance d'entreprise au courant des 10 prochaines années. Une entreprise québécoise, familiale. Ben oui. On partage des valeurs communes, vraiment dans la région, tout ça. Puis, très proche de leurs employés aussi. Mais ça, du monde t'as dit quelque extraordinaire. chose de vraiment très précieux, François. Ouais. Les valeurs communes. Oui. Je veux que tu m'en parles de ça. Tu dis, j'ai recruté Alexandre, on avait les mêmes valeurs. Oui. Comment tu t'en rends compte de ces valeurs-là? As-tu des questionnaires d'entrevue? C'est quoi les situations qui t'ont montré que c'était des valeurs communes? C'est pas évident de voir c'est des valeurs communes. Hein? Ben, il faut que tu flirtes, il faut que tu discutes avec la personne, il faut que tu regardes, voir, puis leur feuille de route aussi, qu'est-ce que ça a de l'air. Et puis de vraiment là, regarder ça. Il faut que je vous parle d'une des valeurs les plus importantes dans l'entreprise chez Trica. Nous autres, on vend des meubles, on vend du bien-être. Fait que le bien-être est notre valeur première chez Trica. On veut offrir des conditions de bien-être à nos gens. On ne peut pas rendre nos employés heureux, mais on va essayer de contribuer à leur bonheur le plus possible, là, à leur bien-être. Fait que pour nous autres, c'est important quand Artopex nous a rencontrés. On savait que les employés chez Artopex étaient heureux aussi, qu'ils traitaient bien leur monde. C'est une valeur qui était vraiment importante. Je parle souvent de valeur, par contre, et puis de confrontation. On en a déjà parlé ensemble, Étienne, mais on a beau avoir la même valeur, toi puis moi, mais on la vit peut-être pas de la même façon, cette valeur. Ben c'est ça, c'est ça qui n'est pas évident, souvent, à accepter, de dire, ben moi, cette valeur-là, c'est pas comme ça habituellement que je traite cette valeur-là là, par rapport à l'autre personne. Mais prenons le respect, par exemple. Tu avais un bon exemple. Oui, mais le respect, c'est un bon exemple. Hein? Tu peux avoir la valeur du respect, j'ai la valeur du respect. Mais pour moi, la définition du respect, pour mon équipe de travail, si quelqu'un n'est pas performant, par respect pour l'équipe, je ne le garderai pas. Mais attends une minute, toi, tu respectes le monde. Le gars qui est moins performant, ça fait 20 ans qu'il est là. Par respect, je vais le garder. C'est la même valeur.
Mais l'exécution est complètement différente. Ah, complètement différent, là. Là, tu peux te pogner longtemps là, avec quelqu'un qui a une même valeur que toi, là. Non, ça devient de la sémantique, ça devient de l'interprétation. Puis là, c'est là que ça peut vraiment dire... Bon, fait qu'il faut vraiment qu'il y ait non seulement un alignement de valeur, mais un alignement d'interprétation. Oui, de mise en place de la valeur. Tu sais, tu mets comment cette valeur-là en place, là, toi, par rapport à l'autre personne, puis ensemble? Qui revient un peu au mot de culture. Parce que la culture, c'est l'ensemble des valeurs qui sont vécues dans l'entreprise au jour le jour, puis de voir, comme tu dis, avec la feuille de route, est-ce que ça rime? C'est ça. Puis avec ton releveur, ben, tu dois la vivre le plus possible de la même façon. Sans ça, tu vas te pogner continuellement devant tout le monde. Là. Puis là, les gens vont dire, attends une minute, là, c'est qui je dois croire, puis où on s'en va, surtout dans un contexte 50-50, comme Alex et moi, on était. Là. Fait qu'il faut tes en ligne comme il faut, puis il faut les faire vivre comme il faut. Puis je pense que ça a été une des forces, Alexandre et moi, qu'on a toujours là, suivi ensemble, même si je n'étais pas tout le temps d'accord avec l'interprétation des valeurs qu'ils prenaient puis des décisions qu'ils prenaient, ben, je me disais, ben, attends, je vais me rallier, là. Encore une fois, je me rallie sur notre décision, où on s'en va, et non sur comment on le fait. Parce que c'est ça qui prime, en fait. C'est ça qui prime, hein? Puis c'est Alex, ça qui prime. Ton plus grand stress dans ton aventure reprenariale avec un cédant, puis est-ce que c'était de s'entendre au niveau des valeurs ou c'était le stress financier? Le stress financier de la transaction, tu faisais? Oui, de dire, hey, du jour au lendemain, je deviens imputable de tant de millions de dettes ou, tu sais, comme, je vais au bat avec tout ce que j'ai, ou est-ce que c'était, ah merde, je vais-tu bien m'entendre, ça va-tu bien aller, tu sais? Il était où le plus grand, ce qui te gardait réveillé la nuit, mettons? Ben, moi, mon plus grand stress, au départ, quand je suis... Puis je l'ai dit tantôt, je suis une personne quand même qui... Je veux prouver qu'on a fait des bons choix. Puis mon plus grand stress, c'était de prouver que François avait pris la bonne décision. C'est de performer. C'était de performer. On peut appeler ça de l'anxiété de performance, peu importe comment on appelle ça. Mais c'est qu'au-delà de la dette, tu sais, la dette, ta voix, puis de m'amener, ben, elle est juste bien grosse. Là. J'ai plus de zéro. Elle fait peur, puis elle donne mal au cœur, mais c'est une dette, puis... tu t'habitues à la dette. Tu t'habitues à la dette. Tu sais, c'est sûr qu'au début... mais tu t'habitues moins aux fluctuations, des fois, de relationnelles. C'est ça, je comprends, là. Mais moi, c'était vraiment plus dans l'idée que je voulais juste être sûr et certain que ça allait bien. Puis ce côté-là est quand même dur à toujours comprendre, parce qu'on vit une relation, mais on n'est pas dans le corps de l'autre personne. Puis on veut être sûr aussi qu'on fait les bonnes choses pour l'entreprise aussi. Là, on a une entreprise, on l'a achetée. C'est que ce côté-là, moi, ça a été le moment, puis jusqu'à... Juste actuellement, maintenant, on fait partie du groupe Artopex. Je veux un peu la même chose. Ouais. Je me dis... Peu importe dans lequel je vais vivre un peu le même type de stress. Le stress de vouloir performer au sein d'une entreprise. Mais c'est un stress quand même assez... Commun, mais je dirais c'est quand même positif dans le sens, c'est pas un stress anxiogène, c'est un stress qui te motive, qui donne pousse le à aller de l'avant. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose qui te nuit puis qui te fait pas dormir la nuit. C'est juste... Non, j'ai jamais eu de problème au moins pour dormir. Justement, pour regarder vers l'avenir, puis là, comme on a creusé la poutine, puis on a parlé de justement comment faire pour céder son entreprise, c'est quoi l'avenir de Trica, justement, maintenant, dans cette nouvelle mouture-là, avec le groupe Artopex? C'est quoi votre rêve, votre coupe Stanley d'avoir fait ce move-là? C'est incroyable. Et là, j'embarque, là, parce que t'es dans la vision, puis où on s'en va. Puis, non, puis je vois tes yeux pétiller. Donc, moi, là, c'est incroyable ce que ça apporte à l'entreprise. Hein. Il n'y a rien de plus fort que deux entreprises qui s'allient ensemble au niveau stratégique. Que nos produits embarquent dans leur catalogue de produits, remplis une demande pour eux autres, vont accélérer la croissance d'Artopex de par nos produits qu'on intègre dedans, qui vont venir accélérer notre croissance, que c'est deux bassins de clients complètement différents. C'est une synergie extraordinaire que ça l'emmène. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se bâtit tranquillement, pas vite.
On est en train d'intégrer vraiment Trica dans le grand groupe, mais c'est vraiment une opportunité incroyable. Je reviens toujours à ma belle région de Saint-Jérôme, pour nos employés, pour la région de Saint-Jérôme, pour vraiment au niveau manufacturing dans notre coin. On a des contrats qui s'en viennent dans lesquels on est... Qu'on n'aurait jamais pu croire possible. C'est incroyable ce que ça va amener. Quand ça arrive. Là, fait que vous, personnellement, vous en êtes rendu où? Ça vous a donné un regain d'énergie? Comment... Ou toi, tu es plus moi, j'étais vraiment dans une transition pour continuer de faire en sorte que l'entreprise se périne, donner le plus d'opportunités à nos directeurs chez Trica, à Alexandre, à tout le monde qui sont dans l'entreprise. Fait que je continue ce rôle-là. C'est vraiment qui est un rôle de détachement, mais je continue en même temps d'être un ambassadeur pour l'entreprise. Fait que j'ai un rôle plus d'ambassadeur auprès des clients, auprès des employés, auprès vraiment de l'entreprise, de la région, pour continuer à faire rayonner Trica le plus possible pour continuer à ce niveau-là. Mais je reste impliqué émotivement dans cette entreprise-là. Puis toi, Alex? PDG de Artopex prochainement, non? Oui, mais toi, c'est ça. Est-ce que toi, ça t'a donné justement des outils, un nouveau feu, des nouveaux défis? Comment juste tu sens plus de meetings et de... C'est sûr et certain qu'au début, on tombe dans une entreprise qui est plus grande. Nous, on passe d'une PME de 150 employés, on tombe dans un groupe d'environ 1000 employés. C'est que ça emmène des changements. On est dans la phase de transition et tout, d'intégration. Mais ça amène tellement une belle opportunité pour l'entreprise, et même pour moi, et même pour nos équipes, justement, pour pouvoir grandir au sein de l'entreprise. Puis ça nous permet aussi d'atteindre nos cibles qu'on s'est données de croissance pour le futur. C'est que ça peut juste être du positif, là. Fait que toi, tu regardes ça avec un regard d'excitation, de renouveau? Excitation, oui. Des fois, tu te dis, là, OK, on est quand même beaucoup plus à décider. C'est que, tu sais, avant, on décidait tout à deux. C'est que ça change quand même. Il y a un ajustement. Oui. Mais c'est excitant, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est le fun, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis, justement, qui l'ont vécu de vendre un plus gros groupe. Moi, je l'ai fait aussi de vendre à Biron. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves dans une entreprise, justement, de 1000 employés. Mais je suis tellement content de l'avoir vécu comme entrepreneur, d'avoir vécu la PME, la grande entreprise, parce que, mon Dieu, pour avoir vécu des comités de direction à 25, il aurait fallu que j'attende d'avoir 55 ans pour être invité dans ces tribunes-là, pour avoir ces devoirs-là à faire. Puis là, je l'ai vécu à 29 ans. Moi, des fois, je me dis, mon Dieu, je vais être un guerrier, je vais être un mercenaire plus tard grâce à ça. J'ai détesté ça. J'ai su que je voulais plus jamais le faire, mais je suis content d'avoir vécu pendant 3 ans. François Caron, Alexandre Paquette, merci énormément de votre transparence, d'être venu au Dérangeant. Honnêtement, c'était extrêmement intéressant. Mais moi, ce que je retiens surtout, en fait, c'est qu'un transfert d'entreprise réussi, ça ne s'improvise pas. Ça se planifie, puis vous êtes vraiment le business case que HEC devrait faire une étude de cas sur Trica, que d'avoir pris chaque étape comme étant un objectif, puis l'avoir fait sur 3 ans, d'avoir fait sur 5 ans, d'avoir fait sur 10 ans. En fait, il n'y a pas eu de surprise. Ça a pris le temps de s'adapter, puis ça a été vraiment un succès au final. Merci énormément. Puis, en fait, je rappelle aux auditeurs que l'épisode a été réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Que vous soyez ou non en réflexion face à cette étape importante-là de transfert d'entreprise, en fait, sachez que du soutien existe, et ce, en toute confidentialité, dans le fond, pour vos équipes, pour vos clients. Visitez le québec.ca/accompagnement-reprenariat pour connaître les ressources à votre disposition. Le lien est en description et à l'écran également. Merci énormément d'avoir été avec nous. C'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!